débat organisé par la revue Ecorev. Je m'appelle Marc Robert, je suis une des personnes qui participent à l'animation de cette revue. Donc le numéro 38 de notre revue, Réseau et société de l'intelligence. Le numérique, c'est un outil de la révolution, tel était le titre de ce numéro. Une revue, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui existe maintenant depuis 12 ans. C'est créé par des militants écolos qui avaient envie ensemble de pousser la réflexion écolo, de réactualiser la pensée antiproductiviste face à un capitalisme globalisé, aux enjeux aussi de la mutation informationnelle, qui avait pour but, en rassemblant des militants écolos, des gens issus des mouvements sociaux, de la gauche critique ou tous les mouvements citoyens non partidaires, de penser ensemble cette critique, de porter ensemble cette critique écologiste radicale pour construire ce qu'on a appelé une nouvelle utopie, penser ensemble des nouvelles émancipations individuelles et collectives. C'était le but de cette revue qui avance depuis 12 ans et donc qui traite, pour ceux qui la connaissent, de sujets extrêmement variés. Et dans ce cadre-là, ce numéro sur le numérique avait pour but de porter une réflexion sur les enjeux des potentialités émancipatrices du numérique. Alors le numérique, sous toutes ses formes, que ce soit l'Internet, mais aussi les réseaux sociaux, les imprimantes 3D, tous ces outils dont l'appropriation pourrait nous permettre de porter, de concevoir des modifications profondes dans tous les domaines, qu'ils soient sociaux, culturels, dans le domaine de la production, de la vie économique. Cette potentialité émancipatrice pour construire du commun, pour faire émerger ce que André Gorz appelait la société de l'intelligence, permettre presque très fondamentalement, et je dirais de façon très, très provocante, une nouvelle société. On va pas, le but de ce petit débat n'est pas que chacun des intervenants fasse une longue présentation soit de son travail, soit de son article que vous pouvez lire dans la revue, mais plutôt qu'on échange, qu'on discute. Et ce dont j'aurais voulu partir avec chacun des intervenants, c'est dans un premier temps de revenir sur les critiques aussi radicales qui sont faites à Internet, en particulier au sein des milieux écolos. Et ces critiques sont de 3 ordres. La première critique qui est faite, c'est une critique sur l'empreinte matérielle et énergétique du numérique. Une critique avec un certain nombre d'arguments forts auxquels il est important de répondre. La deuxième critique, c'est la question de l'appropriation des réseaux et des données. Ça pose la question un petit peu des libertés. Est-ce que Internet ouvre des libertés ou au contraire est-ce qu'elle restreint fondamentalement nos libertés? Et la troisième, c'est ce que j'ai évoqué très brièvement et de façon un petit peu brutale, c'est la question du lien social. J'ai parlé de nouvelles formes d'émancipation, de nouvelles formes de liens sociaux, de transformation radicale de la démocratie avec Internet. Au contraire, certains pensent que c'est l'inverse et que Internet participe de la déliquescence des liens sociaux, isole un peu plus encore les gens et les individus dans nos sociétés. Et donc ces 3 grands champs de critique émaillent aussi les débats qu'on peut avoir au sein des mouvements écolos, mais qui sont aussi portés de façon plus générale par toutes les personnes qui réfléchissent aux bouleversements apportés par l'émergence de la société du numérique. Donc peut-être qu'avant de s'interroger collectivement sur ces puissances émancipatrices du numérique et les bouleversements qu'elle implique, on pourrait
vous demander à chacun d'entre vous de répondre à tout ou partie de ces critiques sur les aspects qui paraissent pertinents ou pas dans ce que j'ai dit. Mais je pense que c'est intéressant aussi peut-être de partir de là et déjà aussi là-dessus d'avoir un premier temps d'échange avec les gens qui sont finalement assez nombreux ce soir. Qui veut commencer? Dominique Cardon. Je veux bien parce que moi je suis compétent sur une seule fois. Là c'est parfait. Moi, je suis compétent sur aucune. Non, sur bonjour, moi je suis ravi d'être là pour, mais surtout pour débattre. Donc je vais vraiment très vite. Moi, je trouve que d'abord c'est très numérique de commencer par la critique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une association aussi du monde de l'Internet et de capacités qui sont des capacités de distanciation critique qui sont au cœur de la naissance d'Internet, de son histoire, de ses conflits, de ses points de tension, et donc la critique est vitale. Donc je trouve que c'est une très bonne idée pour lancer ce débat. Sur les trois critiques, sur la première, je me sens... c'est-à-dire que le point que je voudrais faire très vite, c'est de m'occuper de la troisième, en disant que c'est la plus facile, parce que c'est plus facile de répondre sur la troisième, parce qu'il me semble qu'elle n'est pas justifiée, alors que sur les deux premières, je pense qu'elles sont assez justifiées. Je ne sais pas répondre sur la première, sur l'empreinte environnementale, je pense que Hervé serait plus adapté. Sur la deuxième, je pense évidemment qu'il y a des menaces majeures qui pèsent sur la question de l'appropriation des données, sur les usages, mais je pense que Benjamin reviendra tout à l'heure. Et donc je voudrais m'occuper moi de la troisième, puisque c'est comme sociologue le truc que je travaille le plus d'une certaine manière. Et donc dire rapidement, moi le point d'argument que je crois important sur l'histoire d'Internet et sur sa place dans les capacités d'émancipation de la société, de positionnement même dans le rôle politique, il faudrait mettre des guillemets partout, mais le rôle politique d'Internet, c'est moi je trouve, enfin moi je suis attentif, mais on pourrait avoir d'autres versions, au fait que Internet joue un rôle d'émancipation et participe à la transformation de la vie politique représentative, un peu. Oui, ça s'ajoute à plein d'autres trucs, mais je ne crois pas que ce soit l'endroit central. Donc le point d'argument que je fais dans le papier, c'est de dire qu'Internet se joue à un endroit qui est très particulier, qui est lié à son histoire aussi. Il se joue entre l'État et le marché, autour de capacités d'auto-organisation des individus, autant dire ce qu'on appelait autrefois dans un autre vocable, et donc c'est pour ça que j'ai appelé le papier sur la société Internet, on appelait ça la société civile. Et la société civile, on l'appelait, bon, c'était un système plus ou moins construit avec les organisations internationales, qui s'est beaucoup développé, on a beaucoup parlé dans les années 90, autour des associations, des entreprises, etc. Là, c'est plutôt des réseaux d'individus, c'est plutôt de la sociabilité qui s'est constituée sur Internet, et d'une certaine manière, les formes les plus, je trouve, les plus admirables, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de construction de collectifs sur Internet sont des collectifs qui ne sont pas des collectifs militants au sens de la politique représentative traditionnelle, mais plutôt des sortes de collectifs auto-organisés, Wikipédia, le logiciel libre, le mouvement Alter, plein de choses qui se sont construites et dans lesquelles Internet a joué un rôle très important. Alors il y a une critique qui est très forte, qui est de dire que la relation sociale, quand elle est virtuelle, quand elle est numérique, elle est d'une qualité inférieure à la relation sociale ordinaire. Ça, c'est le point, voilà. Alors, c'est là que c'est facile d'argumenter, de répondre à la critique, c'est que c'est démenti par tout ce qu'on peut observer dans les usages. Il y a certes à l'origine d'Internet, et pour certains usages d'Internet, un mythe, qui est d'ailleurs un mythe, je crois, important et fondateur, qui est qu'on est d'abord anonyme et qu'on communique avec le monde entier, le cosmos. Et donc on communique avec des gens qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Et ça joue dans certaines des communautés et des pratiques d'Internet un lien qui est effectivement virtuel, j'aime pas employer ce mot, mais enfin un lien avec des inconnus. Hein, et que cette communication curieuse avec des inconnus a été effectivement au cœur des mythes fondateurs de l'Internet, de l'idée de la conquête d'un nouvel espace. Mais bon, en sociologue réaliste, c'est-à-dire observant ce qui se passe réellement sur Internet, en fait, les relations sociales que nous avons sur Internet sont à 95 ou plus des relations avec des gens qu'on connaît dans la vraie vie. Et on a dans la tête, hein, c'est une représentation qui est ancrée très fortement en nous. C'est peut-être presque sain d'ailleurs qu'on ait cette idée de la primauté essentielle et centrale du face-à-face par rapport à la relation numérique,
on ne cesse de penser sous le mode de Antonio Cassini, de la balance, de la seringue hypodermique. C'est-à-dire que quand on est plus devant un écran, on serait moins dans la vie, et quand on est plus dans la vie, on serait moins devant l'écran. Et cette idée qu'il y a une balance dans nos liens sociaux est une sorte de raisonnement immédiat qu'on fait constamment quand on parle d'Internet. Bon, il n'y a rien de plus faux. C'est-à-dire qu'on a multiples enquêtes qui le montrent. Les enquêtes américaines de Pew Internet, et puis une magnifique enquête là, de pratique culturelle des Français, l'enquête classique d'Olivier Donat. Plus on est sur Internet, plus on a des relations sociales actives. Donc ça fonctionne exactement à l'inverse. Hein. Vous avez, Donat fait une courbe, alors c'est un peu, je ne vais pas vous demander les courbes, et il fait des courbes sur les deux écrans, hein, l'écran de la télévision et l'écran du numérique. L'écran de la télévision, plus vous regardez la télévision en fréquence, moins vous sortez, vous avez des amis, vous allez au théâtre, vous allez au cinéma et vous avez une vie sociale active. Donc il y a effectivement un effet d'adhésion, hein, où on est scotché à la maison, on est scotché devant son écran et ça réduit la vie sociale des individus. Sur Internet, même phénomène, plus on utilise Internet, c'est-à-dire ne pas l'utiliser une demi-heure, mais une heure, mais pas une heure, mais une heure et demie, mais pas une heure et demie, mais 2 heures, plus on a des amis, on sort, on va au théâtre, on va au cinéma, etc. Donc en fait, il y a une corrélation forte entre la densité de la vie sociale et, il faudrait le dire, le capital culturel des individus, et le fait d'avoir une pratique intense du numérique. Et ça, après, il suffit de regarder les usages, tout simplement parce que nos relations numériques sont des relations qui sont entrelacées à la vie réelle. Hein. Les gens avec qui nous communiquons sont des gens qu'on voit. Et en fait, c'est les voir qui nous fait communiquer encore plus avec eux. Ce qui est nouveau dans le système de sociabilité, on va dire, des individus avec le numérique, c'est qu'ils ont instauré un régime qui les fragilise aussi, alors ça pourrait être une critique, dans lequel ils se sentent dans le sentiment d'avoir une relation de communication continue avec les autres. On ne sait pas clore la communication. Dès qu'on a cessé de rencontrer la personne, on lui envoie un SMS, puis on arrive, on continue sur instant messaging, puis on continue sur Facebook, puis on continue, etc. etc. Donc en fait, c'est une manière nouvelle de tisser sa sociabilité comme un système de relations dans lequel les échanges sont continus. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup et je termine, cet entrelacement, c'est plutôt un système de renforcement du lien social dans lequel le numérique n'est pas séparé de la vie réelle, il n'y a rien de plus réel que la vie numérique, il est en fait encapsulé, entrelacé à l'intérieur d'une relation sociale. Je finis avec 2 exemples. Quand vous bloguez et que vous n'êtes pas commenté, vous arrêtez de bloguer. Voilà. On blogue, il y a un côté d'exposition de soi, fort, un peu narcissique, mais si les autres ne viennent pas vous commenter, vous arrêtez votre pratique du blogging. Quand vous avez 500 amis sur Facebook, vous ne communiquez, en fait, et ce qui n'est pas du tout la moyenne est à 100, 120, vous ne communiquez effectivement qu'avec... Alors, communiquer effectivement, ça veut dire envoyer un post sur le mur de quelqu'un, ou le commenter, et que l'autre vous commente. C'est-à-dire qu'il y a un début de symétrie. Ça ne fait pas une relation sociale très forte, mais ça fait un début de communication, je peux dire, c'est la communication type Facebook. Vous avez 500 amis, vous n'avez d'échange symétrique à l'intérieur de votre page Facebook qu'avec 10 personnes pour les hommes et 16 pour les femmes. Donc en fait, on a l'impression que c'est une communication virtuelle avec plein de gens qu'on a acceptés, on ne sait pas pourquoi. En fait, l'échange, c'est 10 et 16 personnes. Et ces 10 et 16, ce n'est pas des inconnus, ce n'est pas des Australiens, ce n'est pas des gens qui sont très loin, c'est des gens que vous voyez tous les jours dans la vie réelle, avec qui vous téléphonez, etc. Donc voilà, je ferme ma parenthèse pour essayer de défendre cette critique en disant que c'est la plus facile à relever. Hervé Le Chronier, si vous voulez je veux que à cette table ce sera plus convivial. Ça, c'est tranquille dans la salle. Mais non, pas du tout. Juste là. Et vous allez très bien installé, vous allez voir, c'est vraiment confortable. Peut-être Benjamin Bayard sur un deuxième pan de critique sur la question au sens large des libertés, en particulier la question de le contrôle des données, la propriété des réseaux. C'est aussi un pan de critique parfois virulente, ou en tout cas qui soulève un certain nombre d'interrogations. Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Alors, il y a des erreurs de lecture
dont il faut se méfier. Moi d'habitude je prends le parallèle entre Internet et l'imprimerie, mais aujourd'hui je vais plutôt jouer avec l'image de Serge Soulo-Platov, qui lui prend souvent le parallèle entre Internet et l'écriture. J'aime bien cette image-là parce que elle explique bien la complexité qu'il y a à comprendre Internet. Et pour moi, si je veux filer un petit peu sur ce que disait Dominique tout à l'heure, la télé désociabilise, c'est ce que nous dit le sociologue, alors qu'Internet sociabilise et que tous les gens qui ne sont pas, je vais prendre des raccourcis, qui ne sont pas des vrais internautes, ont ce préjugé que Internet désociabilise aussi parce que c'est un écran, les enfants restent scotchés dans l'écran, donc ils sont désociabilisés. En fait, ils croient ça au même titre que les parents qui ne savaient pas lire pensaient qu'un enfant qui lit ne fait rien. C'est le même problème. Relisez Marcel Pagnol. Relisez le premier tome de ses mémoires d'enfance où sa mère est affolée à l'idée qu'il sache lire à 4 ans et qu'il va être malade et que sa tête va exploser. Ça doit être très grave comme maladie. C'est le même problème. C'est l'a priori qu'a un analphabète face à un livre. Alors c'est très méchant dit comme ça, mais c'est l'a priori qu'a quelqu'un de mal alphabétisé par rapport à quelqu'un qui lit à longueur de journée. C'est plein d'a priori. Et en fait, sur les problèmes de propriété des données, d'appropriation des données et d'appropriation des réseaux, on a exactement le même souci. Effectivement, il y a un vrai problème d'appropriation des données sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a une quantité phénoménale d'utilisateurs qui se dépossèdent de leurs données et qui n'ont pas le sentiment que ce soit un problème et qui en fait découvriront avec du retard que c'est un problème. Et moi, s'il y a bien quelque chose que j'aime bien, c'est quand les plus jeunes arrivent sur Facebook assez tôt et puis prennent un pain, un vrai, leur compte qui est supprimé parce qu'ils ont posté quelque chose qu'il ne fallait pas, leur compte fermé, des problèmes. Simplement parce que, alors quand je dis les plus jeunes, c'est pas 3 ans, hein, c'est plutôt 12. C'est comme ça qu'on apprend. On ne se sociabilise pas en vivant dans un cocon. Et donc, ils vont apprendre en perdant leurs données sur Facebook qu'ils les ont perdues et qu'ils auraient mieux fait de les posséder. Et par contre, comment dire, en moyenne, à ce régime-là, mes parents n'ont aucune chance. Ils sont plus capables de rentrer dans ce moule-là, ils sont pourtant éduqués, profs, etc. Mais voilà, le virage est très compliqué, alors il y a des morceaux qui vont passer, il y en a d'autres qui ne vont pas passer. Et la notion de s'approprier ces données est une notion tellement évoluée, c'est comme le fait de vouloir s'approprier ses lectures. On est bien au-delà de savoir déchiffrer le formulaire administratif ou le panneau indicateur dans la rue en matière de savoir lire. On est très loin. On est dans le fait de dire les livres posés dans ma bibliothèque forment ma personne. On est sur quelque chose d'assez évolué. L'être humain moyen qui sait lire et écrire n'a pas cette approche-là. Et donc sur Internet, ça va se développer. Et donc je me méfie des critiques qu'on porte à Internet et qui en fait ne sont pas apportées à Internet, mais à ce que la majorité des gens, n'ayant pas été formés, ayant découvert sur le tas et se débrouillant avec rien, font comme usage du réseau. Beaucoup de gens utilisent le réseau pour se déposséder. C'est un des effets de bord dramatiques de Facebook. Si vous avez un doute, si vous avez un compte Facebook, vous ne devriez pas. Utilisez n'importe quoi d'autre, mais pas ça. Utilisez n'importe quoi qui permet que vos données soient sous votre contrôle. Il est anormal que quelqu'un d'autre que moi puisse effacer mes photos de vacances. C'est comme ça. Internet permet. Même chose sur l'appropriation des réseaux. Et alors pour le coup, là les mots sont dangereux. Propriété des réseaux, c'est super dangereux parce que il y a des questions, enfin on va parler de politique, d'aménagement du territoire, de qui fait des trous dans les trottoirs, enfin, il y a 1000 sujets ultra techniques derrière. Pour moi, l'appropriation des réseaux, c'est avoir compris comment ils marchent. Je me suis approprié le réseau EDF à partir du moment où j'ai compris à peu près ce qu'il faisait. Je ne suis pas capable de fabriquer le réseau électrique, mais je comprends ce que ça fait. La majorité des gens ne comprennent pas.
ce que fait le réseau Internet. Et donc, s'approprier les réseaux et s'approprier les données, ce sont deux choses qu'Internet permet. Internet est, à ma connaissance, une des seules structures dans laquelle on peut, avec des investissements ridiculement faibles, devenir acteur. On peut être maître de ces données, ce n'est même pas une question de moyens financiers. C'est une question de compréhension des outils et de choix des outils. Ces choix sont complexes, mais pas pour des raisons liées au réseau, pour des raisons beaucoup plus liées aux personnes. N'ayant pas de page Facebook, je suis un extraterrestre. Il y a plein de gens qui ne savent pas comment me joindre parce que je ne suis pas sur Facebook. Alors ils sauront éventuellement peut-être trouver mon numéro de téléphone. Mais ça n'ira pas plus loin. Donc, mais ce n'est pas lié à mon usage. Tous les habitués du réseau savent me joindre facilement, rapidement, sans difficulté. Et ce moyen de me joindre ne dépend que des infrastructures que j'ai moi mis en place. Ça dépend de mon ordinateur à la maison. Si vous voulez m'envoyer un mail, il ne m'arrivera que si mon ordinateur à la maison est allumé. Le seul moyen simple de faire disparaître ma boîte aux lettres, c'est pas une fausse manip chez Gmail. C'est d'éteindre mon ordinateur chez moi. Et c'est en fait beaucoup plus solide. Parce que éteindre 100 millions de boîtes aux lettres, c'est très facile, il suffit d'éteindre Gmail. Éteindre 100 millions de machines de 100 millions de personnes, c'est extrêmement complexe. Et toute la force du réseau est là-dedans. Donc, justement, Internet est le réseau qu'il est le plus simple de s'approprier. Tout est sur la table. Toutes les technologies mises en œuvre sont publiques. Toutes les technologies liées au réseau sont publiques et sont exemptes de brevets. Il existe des implémentations, donc des logiciels réalisant toutes ces techniques, gratuits, d'usage libre, librement modifiable, librement commentable, librement diffusable. C'est quelque chose de très nouveau. Ce n'était pas vrai dans le monde de l'imprimerie, ce n'était pas vrai dans le monde de la télévision. Le nécessaire pour monter une chaîne de télévision n'est pas à la portée de tout le monde. Le nécessaire pour monter un site web est à la portée de tout le monde. Le nécessaire pour monter une imprimerie, moi qui ai l'occasion de faire tourner une presse typographique au plomb, je peux vous dire, c'est pas à la portée de tout le monde. Ne serait-ce qu'en mètres carrés et en tonnes, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors qu'avoir un ordinateur qui fait serveur d'un site web, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel téléphone un tout petit peu moderne est 10 fois trop puissant pour faire ça. Donc, la question de l'appropriation, pour moi, c'est une question extrêmement importante, mais ce n'est pas une critique qu'il faut apporter à Internet, c'est une critique qu'Internet apporte à la société. C'est-à-dire qu'en fait, Internet permet. Il permet de se réapproprier ces données, il permet de se réapproprier le réseau, donc de se réapproprier les communications. Pour faire une tarte à la crème, quand on parle de révolution Facebook en Tunisie, c'est pas Facebook qui a fait la révolution. Et on n'a pas lancé des ordinateurs sur les policiers en Tunisie. Par contre, c'est bien sur Internet qu'on a pu se réapproprier une communication et un échange qui n'avaient plus lieu dans les canaux habituels que sont la presse, la télévision ou les lieux publics parce que c'était jugé trop dangereux. La communication a eu lieu ailleurs. Donc, Internet est un outil qui permet. Après, l'immense majorité des gens ne s'approprient pas l'outil et le consomment de manière passive comme ils consomment TF1 le soir chez eux, etc. Oui, c'est relativement normal. Dans ce que j'ai pu constater comme étant le cycle d'apprentissage d'un internaute, comme il y a le cycle d'apprentissage d'un lecteur, ça prend du temps. Entre le moment où on découvre qu'on peut acheter un billet de train et le moment où on découvre qu'on peut se réapproprier le réseau et ses données, il s'écoule entre les individus entre 10 ans et 20 ans. Ça prend du temps. Et pour le coup, on va m'accuser de jeunisme, mais comme il est question d'apprendre, le fait d'être jeune est un vrai avantage. C'est-à-dire que quand on commence à 15 ans, on a beaucoup plus de chances qu'en commençant à 60. Même s'il y a des gens qui apprennent très bien à 60, ils ne sont pas la majorité de l'espèce. En moyenne, c'est plutôt, il y a vraiment une question centrale là-dessus.
Un autre point, donc, pour moi, c'était vraiment le lien avec ce que disait Dominique Cardon, le lien social. Quand on a l'impression que les gens sont désociabilisés parce qu'ils passent leur temps à bavarder sur Internet, c'est parfaitement faux. Et c'est en général l'impression de quelqu'un qui est un analphabète du numérique, quelqu'un qui est peu lettré au numérique et qui du coup a du mal à se faire à cette société. Enfin, sur l'empreinte écologique, sur l'empreinte énergétique d'Internet, il y a un morceau qui pour moi est important. Par nature, le réseau Internet est acentré et donc fonctionne par agglomération de petits réseaux. Les constructions hyper centralisées qu'on croise aujourd'hui, type Facebook, sont essentiellement le fruit de la passivité des utilisateurs. Par nature, Internet permet de produire le même résultat sans avoir de point de centralisation. Par contre, ça suppose des efforts, en général pas tellement des gens qui font les solutions, mais des gens qui les utilisent. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'exige que mes données soient chez moi, je n'utilise pas Facebook, puisque Facebook ne rentre pas dans ce cadre-là. Quand on me propose un réseau social qui rentre dans ce cadre-là, il devient intéressant. Mais en fait, c'est ma réflexion qui change l'outil retenu. La qualité de réseau social est la même. Et simplement, ce qui crée la centralisation, c'est la passivité des gens. Et donc, ce qui crée ces questions d'empreinte énergétique, c'est essentiellement la passivité des gens. Le réseau Internet est le seul qu'on puisse faire fonctionner sans grande infrastructure centralisée de production d'énergie. Puisqu'il peut fonctionner par petits systèmes répartis et disséminés, ces petits systèmes étant chacun facile à alimenter puisqu'ils représentent une petite consommation d'énergie. C'est-à-dire que le fonctionnement même d'Internet, sa structure technique, fait qu'on peut étaler sur tout le territoire plutôt que de concentrer en un grand centre. Or, produire de l'énergie en étalant sur tout le territoire, ça on sait le faire. Et on sait le faire d'une manière, sauf erreur de ma part, tout à fait intéressante écologiquement. Dans les zones où il y a du vent, on va mettre un petit bout d'éolienne. Dans les zones où il y a du soleil, on va mettre un petit bout de photovoltaïque. Dans les zones où il y a de l'eau, on va mettre une roue qui tourne. C'est très facile de produire 20, 30, 50, 100 watts localement. C'est presque rien. Par contre, produire 2, 3, 4 mégawatts localement, c'est plus embêtant. Et c'est parce qu'on crée cette concentration artificielle qu'Internet a une empreinte écologique non négligeable. Et enfin, il y a un point qui me paraît important, c'est qu'Internet permet... pour le coup, je pense que Dominique Cardon serait plus brillant que moi là-dessus. Il a un rôle clé dans le fait d'accentrer la société, d'accentrer le fonctionnement de la société humaine, et donc de permettre de casser la concentration des personnes et donc l'obligation de se déplacer. Ce qui permet de relocaliser la société et donc de réfléchir à des mécanismes où on déplace les idées sans déplacer les personnes. Donc pour moi, Internet est un outil majeur dans les réflexions écologiques sur comment on fait pour ne plus avoir une production centralisée de l'énergie et permettre ce que les écolos appellent du développement durable, c'est-à-dire produire localement et consommer localement de l'information et de l'énergie. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être, avec le premier, continuer à creuser quand même cette critique de l'Internet énergivore, cette empreinte matérielle énergétique? Il y a eu des réponses déjà apportées par Benjamin Bayard. En même temps, il n'en reste pas moins que cette possibilité, parce qu'on a une foultitude de tout petits réseaux, de produire de l'énergie localement, et aussi à mettre en regard d'autres types de façons de stocker les données. On pense aux géants de l'Internet type Google, Ils viennent de la passivité des gens. ont aussi des centres de données qui nécessitent des productions d'énergie qui sont énormes, et donc des moyens de produire cette énergie de façon traditionnelle, c'est-à-dire centralisée, avec tout un tas de moyens derrière qui servent peut-être
viennent de la passivité des gens, mais qui néanmoins contribuent à cette empreinte écologique non négligeable, comme tu le soulignais, d'Internet. C'est une question piège? Non. Ah si, c'est une question piège, c'est-à-dire... D'abord, je remarque que Internet produit pas de féminisme. Ça c'est clair. Pas seulement à la table, mais même dans la liste, il n'y en a pas beaucoup. 2 sur 10. 2 sur 12. Voilà. Après, sur l'empreinte énergétique, vivre, c'est quand même quelque chose de très casse-pied, parce que ça consomme de l'énergie sur la planète. C'est un théorème qu'a découvert notre ami Carnot il y a plus de 2 siècles. Grosso modo, le rendement, c'est 1/3. C'est-à-dire, vous faites tout ce que vous voulez. Grosso modo, on n'aura qu'1/3 de l'énergie qui sera utile et le reste sera de l'entropie. Ça sera perdu. Bon, on ne va pas s'arrêter à ça. Et donc, tous les calculs, moi j'ai vu des gens expliquer qu'une requête sur Google, ça faisait chauffer une tasse de thé et tout ça. Voilà. Si on veut être écologiste aujourd'hui, la question ne se pose pas en termes de combien consomme l'Internet, mais en termes de combien Internet économise sur les consommations antérieures de l'industrie. Donc, Benjamin a parlé de la question des transports. Combien est-ce qu'on économise aujourd'hui et combien est-ce qu'on pourrait économiser demain comme transport avec l'Internet? Alors c'est l'enjeu des murs de téléprésence. C'est-à-dire, pour l'instant, on fait circuler les idées, mais soyons réalistes, c'est encore un peu artisanal notre affaire. C'est quand même un peu casse-pied. On a des ordinateurs, il faut les ouvrir, je sais qu'ils sont personnels, ils ont nos propres données. Enfin, pour l'immense majorité des gens, c'est un peu casse-pied, quoi. Il faut quand même reconnaître, on est assis à son bureau, c'est pas très agréable. On voit des gens dans une petite fenêtre tout carré. Bon. Donc, comment aussi on va devoir dépenser encore plus d'énergie pour en économiser après? C'est une vraie question écologique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va développer des applications comme des murs de téléprésence, des lieux de travail dans lesquels on va pouvoir se déplacer à proximité de son domicile, tout en étant à proximité de ses collègues de travail, via des réseaux. Donc comment on va réorganiser toute une série de choses qui vont nous permettre à terme d'économiser de l'énergie. Ça, c'est une véritable chose que l'Internet permet, justement avec toutes les qualités dont a parlé Benjamin Maillard, c'est-à-dire qu'il est décentralisé. Il permet de faire des expériences autonomes. On n'a pas l'autorisation à demander à n'importe quel chef d'orchestre central. On fait des expériences autonomes, on les met en place, et puis on voit bien celles qui marchent et celles qui échouent. Donc il faut, à mon avis, raisonner aussi sur cette base-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme une société qui est basée sur l'usage du pétrole pour produire des biens matériels dans une société qui va être basée sur l'usage de la matière grise pour produire du bien vivre ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait semblant de le faire en exportant l'usage du pétrole et tout le mal-être ouvrier dans l'embouchure de la rivière des Perles. C'est-à-dire qu'on a exporté dans nos pays, on parle d'une société de la connaissance en fait, parce qu'on parle du fait qu'il y a des pays qui peuvent vivre ce bien-être, cette société du service, cette société de la production de soi, cette société de la science, cette société de l'échange, de la médecine accessible, toutes ces choses-là, nous, quoi. Et on a exporté en fait tous les ennuis et les inconvénients en Chine, en Inde, au Brésil, et de plus en plus ensuite ça ira en Afrique, puisqu'une fois qu'on a bien utilisé nos ordinateurs, qu'on les a essorés, notre bonne âme d'occidentaux repus consiste à les envoyer comme déchets en Afrique. Donc on est là dans une situation transitoire où on se masque en fait une certaine réalité, un peu comme le mouvement ouvrier au XXe siècle, c'est masquer la réalité que le bien-être acquis par les ouvriers se faisait globalement sur le sous-développement, sur l'échange asymétrique et sur tout ce qu'on a appelé le colonialisme et l'impérialisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation où, en fait, notre bien-être dans l'accès à la connaissance et à tous les services que ça rend derrière se fait par l'exportation de la consommation énergétique en dehors. Donc là aussi, on ne peut pas raisonner l'empreinte énergétique de l'Internet indépendamment de celle-ci, sachant que de surcroît, elle se mesure aussi en vol en avion, c'est-à-dire destruction de la couche d'ozone.
pour ramener les produits qui ont été fabriqués de l'autre côté de la planète. Enfin, la troisième chose, c'est le mythe, et là je crois que Benjamin, je ne suis pas certain qu'on soit d'accord, c'est le mythe de la production locale d'énergie et du stockage local de l'information. Grosso modo, dans tout système de connaissances, on est dans les 80-20. C'est-à-dire il y a 20% des gens qui produisent, qui deviennent justement ceux qui accèdent à cette connaissance de l'Internet, de ses protocoles, de ses outils, de ses moyens, de sa puissance, et 80% qui regardent. Et qu'est-ce qu'ils regardent globalement? Les médias qui s'installent à l'intérieur de l'Internet. Et faites-moi pas croire que vous passez plus de temps à regarder YouTube qu'à produire des vidéos pour les mettre sur YouTube. Voilà. Donc on est dans une situation où les services centralisés vont continuer d'exister. Or, nous avons une certaine chance. C'est que le poste principal, enfin, pour l'instant, je vais préciser après, pour l'instant, le poste principal de dépense de ces grands serveurs centralisés, c'est l'énergie. Donc, l'intérêt propre des grands systèmes capitalistes qui gèrent ces systèmes-là, c'est d'économiser sur l'énergie. Une alliance pragmatique entre l'écologie et le capital. Donc, aujourd'hui, ils y arrivent assez bien. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, ils utilisent de moins en moins d'énergie, ils construisent des serveurs le plus au nord. Là, Google est en train d'en construire un en Suède, de l'autre côté du cercle arctique, donc pour avoir un refroidissement naturel. Soit ils améliorent la capacité de leur processeur pour faire le maximum de choses avec le minimum d'énergie dépensée. Soit ils améliorent l'efficacité logistique, c'est-à-dire je n'utilise une partie de mon serveur que quand il y en a besoin, s'il y a plus de demandes, je rallume une autre partie, et ainsi de suite. Donc d'avoir en fait une consommation qui suit l'usage. Donc de ce point de vue-là, moi je suis somme toute assez optimiste, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'intérêt du développement de l'Internet, même des gros serveurs, et pas seulement de l'Internet décentralisé, c'est d'économiser sur l'énergie, et de toute façon cette énergie-là est bien plus faible que celle qui était utilisée auparavant par l'industrie basée sur le pétrole, et peut-être même, et là ça mériterait des études, un véritable travail scientifique, de calculer est-ce que l'économie qui est faite sur des choses qu'on ne produit plus, sur la miniaturisation, sur le produit du travail collaboratif, peut-être demain ce qu'on appelle la peer-to-peer production, c'est-à-dire la capacité à se mettre en réseau, à se mettre en commun pour faire les plans et les schémas de matériel qui seront ensuite produits localement par des machines-outils pilotables par ordinateur et installés. Bon, on a l'expérience aujourd'hui des Fab Labs. Donc on a là quand même toute une série. Internet, c'est un terrain d'expérimentation aussi. Et l'avantage qu'on a avec Internet, c'est un terrain d'expérimentation sociale. Hein, je pense que ce que dit Dominique, c'est nous qui pouvons nous en emparer et faire des choses avec. Après, il reste un gros poste. Le poste majeur, c'est notre poste de travail.